insomnia. Des histoires pour s'endormir paisiblement. La ville dormait d'un sommeil profond, mais dans une ruelle oubliée du vieux quartier, une fenêtre diffusait une lueur chaude et dorée. C'était la librairie des souffles perdus, un lieu qui n'apparaissait sur aucune carte et qui ne s'ouvrait qu'à ceux dont le cœur était assez silencieux pour entendre son appel. Derrière le comptoir en chêne patiné par le temps, se tenait Silas. Ses mains, parcheminées comme les pages des livres qu'il chérissait, caressaient doucement la reliure d'un volume ancien. Ses yeux, couleur de thé fort, avaient vu défiler des décennies de visiteurs nocturnes. Chaque ride sur son visage était le sillon d'une histoire accueillie, chaque cheveu argenté le reflet d'un souffle rendu. La librairie était un labyrinthe de savoir et de mystères. Des étagères montant jusqu'au plafond disparaissaient dans l'ombre, chargées de livres dont les dos de cuir, de toile et de bois exhalaient des parfums de vanille, de musc et d'épices oubliées. Dans l'air flottait une musique silencieuse, faite du froissement des pages, du craquement du bois et du murmure des souvenirs. Silas n'était pas un simple libraire. Il était le gardien des souffles, celui qui préservait les dernières expirations des âmes disparues. Car à l'instant ultime, quand un être quitte ce monde, son dernier souffle, chargé de toutes ses émotions, ses rêves inachevés, ses espoirs secrets, pouvait, parfois, se matérialiser en un livre. Ces volumes uniques contenaient l'essence même de ce qu'une personne avait été, de ce qu'elle aurait pu devenir. Le rituel était immuable. Chaque nuit, Silas allumait la lanterne de verre coloré suspendue au-dessus de la porte, un signal discret pour ceux qui avaient perdu quelque chose, le sommeil, la paix, une partie d'eux-mêmes. Il préparait ensuite le thé à la camomille et à la lavande, dont l'arôme se mêlait à celui des vieux papiers. Puis, il attendait. Ce soir-là, alors que minuit venait de sonner au clocher lointain, la clochette de la porte tinta doucement. Silas leva les yeux, un sourire tranquille aux lèvres. La visiteuse était une jeune femme au visage pâle, cerné de fatigue. Ses yeux, d'un bleu délavé, cherchaient quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Bienvenue, Aliénor », dit Silas, comme s'il l'attendait depuis toujours. La jeune femme tressaillit. « Comment saviez-vous mon nom ?»« Les livres me parlent de ceux qui ont besoin d'eux, » répondit-il en désignant une théière en porcelaine bleue. « Voulez-vous une tasse de thé? La nuit est fraîche. » Aliénor s'approcha, hésitante. « Je ne sais pas pourquoi je suis venue. Je marchais, incapable de dormir, et cette lumière... Vous cherchiez ce que vous avez perdu, » compléta Silas en versant le liquide doré dans une tasse fine. « Vos rêves, n'est-ce pas ?» Des larmes percèrent aux yeux de la jeune femme. « Je ne rêve plus depuis que ma grand-mère est partie. C'est comme si une partie de moi s'était éteinte avec elle. » Silas hocha la tête avec une infinie compassion. Il se leva et se dirigea vers une étagère particulière, près de la fenêtre arrondie. Ses doigts parcoururent les dos des livres, comme un pianiste cherchant la note juste. Il s'arrêta sur un petit volume relié de velours nuit, parsemé de constellations brodées de fils d'argent. « Ceci est le souffle d'Éléonore », annonça-t-il en tendant le livre à Aliénor. Elle aussi aimait les étoiles. « Ouvrez-le. » Les mains tremblantes, Aliénor fit glisser ses doigts sur la couverture. Une chaleur douce émana du livre, comme si un cœur battait entre ses paumes. Lorsqu'elle l'ouvrit, au lieu de mots, des particules de lumière dorée s'échappaient des pages, dansant dans l'air comme des lucioles. Une sensation de paix l'enveloppa, et pour la première fois, depuis des mois, elle sentit ses paupières s'alourdir. « Le souffle d'Éléonore va vous accompagner cette nuit, » murmura Silas. « Laissez-le vous guider vers le pays des rêves. » Aliénor s'installa dans le fauteuil de velours prune près de la cheminée, le livre ouvert sur ses genoux. Les particules de lumière formaient maintenant des constellations au-dessus d'elle, et une douce mélodie, semblable à une berceuse oubliée, résonnait dans son esprit. Elle s'endormit profondément,
un sourire aux lèvres. Silas la regarda un moment, satisfait. Puis il retourna à son comptoir, sachant que d'autres viendraient cette nuit. Chaque visiteur avait son livre, chaque livre son souffle, et chaque souffle une histoire racontée. C'était le mystère et la magie de la librairie des souffles perdus, un refuge pour les âmes en quête de paix, un pont entre les mondes visibles et invisibles. La nuit était longue, et les livres attendaient. Le lendemain soir, alors que la pluie fine de novembre caressait les vitres de la librairie, une nouvelle visiteuse franchit la porte. C'était une femme d'une quarantaine d'années, vêtue d'un manteau gris trempé par l'averse. Son nom était Camille, et ses yeux reflétaient une fatigue si profonde qu'elle semblait avoir oublié jusqu'au sens du mot « repos ». « Je ne dors plus », avoua-t-elle à Silas, ses doigts nerveux tournant autour d'une tasse de thé refroidie. Ou plutôt, je tombe dans une espèce de vide, un néant sans rêve, sans couleur. Je me réveille plus fatigué que lorsque je me couche. Silas l'observa avec attention. Il vit les épaules voûtées par un poids invisible, les mains qui tremblaient légèrement, et surtout cette lueur absente dans le regard. Camille avait perdu le contact avec la partie d'elle-même qui savait encore imaginer, espérer, rêver. « Vous avez verrouillé la porte de vos songes, » dit Gloustic à Silas, « par peur de ce que vous pourriez y trouver. » Camille baissa les yeux. « Peut-être. Ma vie est devenue une routine si prévisible. Le travail, les responsabilités, les soucis. Je crois que j'ai oublié comment rêver. » Silas se dirigea vers la section des livres en cuir brun, près de l'escalier en colimaçon. Il choisit un volume aux coins usés, dont la reliure était ornée d'un motif de feuilles de chêne. « Voici le souffle de Théo, » dit-il en le lui tendant. Il était menuisier, et dans ses mains, le bois prenait vie. « Ouvrez-le, la page marquée par ce ruban de soie. » Camille ouvrit le livre. Une odeur de bois fraîchement coupé, de résine de pin et de cire d'abeille s'éleva des pages. Sous ses doigts, le papier semblait vivant, veiné comme l'écorce d'un arbre. Elle lut à voix basse. Dans l'atelier du silence, chaque copeau qui tombe est un mot. Chaque nœud du bois, une histoire. La vie n'est pas dans la perfection du plan, mais dans l'acceptation des courbes que l'arbre a choisies. À mesure qu'elle lisait, une étrange sensation l'envahit. Elle sentit sous ses paumes la texture du chêne, entendit le grincement de l'établi, vit la poussière de bois danser dans un rai de soleil. Et surtout, elle perçut la joie tranquille de Théo, son contentement profond à créer quelque chose de beau à partir de ce que la nature lui offrait. « Je ne suis pas menuisier, » murmura Camille. « Mais vous avez oublié le plaisir de créer, » répondit Silas doucement. « Prenez ce livre avec vous ce soir. Laissez le souffle de Théo vous montrer qu'il y a de la beauté dans l'imperfection, du rêve dans le quotidien le plus simple. » Camille partit avec le livre serré contre sa poitrine. Cette nuit-là, au lieu de se coucher avec l'angoisse habituelle, elle s'installa dans son fauteuil préféré, le livre ouvert sur ses genoux. Elle ferma les yeux et respira profondément l'odeur du bois qui semblait maintenant emplir sa chambre. Et elle rêva. Elle se vit dans un atelier inondé de lumière, des outils accrochés au mur, des planches de bois empilées avec soin. Ses mains, ou plutôt les mains de Théo, sculptaient délicatement le bois, suivant le grain naturel, épousant les courbes. Il n'y avait pas de précipitation, seulement le rythme paisible du travail bien fait. À chaque copeau qui tombait, un souci, une tension, une peur semblait se détacher d'elle. Elle rêvait d'arbres qui chuchotaient leurs histoires au vent, de forêts où la lumière filtrait à travers les feuilles en motifs changeants. Et finalement, d'elle-même, enfant, construisant une cabane avec des branches tombées. Au réveil, Camille avait les joues mouillées de larmes. Mais pour la première fois depuis des années, ce n'étaient pas des larmes de fatigue ou de désespoir. C'étaient des larmes de soulagement, de reconnaissance. Elle avait retrouvé le chemin des rêves et avec lui, une part d'elle-même qu'elle croyait perdue. Le lendemain, elle retourna à la librairie pour remercier Silas. « Le livre, il m'a parlé, dit-elle émerveillée.
pas avec des mots, mais avec des sensations, des images. Silas sourit. Les souffles communiquent avec le langage du cœur. Théo vous a offert son calme, sa patience, à vous maintenant de cultiver ces qualités dans votre propre vie. Dois-je vous rendre le livre ? Non, il vous appartient désormais. Les souffles choisissent leur nouveau gardien. Quand vous en aurez besoin, il sera là pour vous rappeler comment rêver. Camille quitta la librairie transformée. Elle ne savait pas encore comment, mais elle sentait que sa vie allait changer. Peut-être commencerait-elle ce projet de potager qu'elle remettait toujours à plus tard, ou prendrait-elle des cours de dessin. L'important était qu'elle avait retrouvé cette étincelle d'émerveillement qui rend la vie non seulement supportable, mais belle. Et dans la librairie, Silas inscrivit dans son grand registre, à la couverture de cuir usé, « Camille, souffle de Théo. Retrouvaison des rêves le 7 novembre. » Puis il tourna la page, sachant que d'autres noms viendraient s'ajouter à la liste, d'autres âmes à guérir, d'autres souffles à transmettre. Quelques nuits plus tard, alors qu'un vent froid faisait trembler les vitres, la porte s'ouvrit sur un homme âgé, courbé sur une canne en bois de houx. Son nom était Marcel, et il venait chercher ce qu'il appelait « la paix avant la fin ». « Je n'ai pas peur de mourir », expliqua-t-il à Silas, sa voix rauque comme le gravier sous les vagues. « J'ai 83 ans. J'ai vu ma femme partir, mes amis disparaître un à un. Mais ce qui me tourmente, c'est l'oubli. Qui se souviendra de mes histoires, de la couleur de la mer à Biarritz en 1955, du goût du premier baiser de Marianne ?» Silas écouta sans interrompre, préparant une infusion de tilleul au miel. Il reconnaissait cette angoisse chez beaucoup de ses visiteurs âgés, la peur non de la mort, mais de l'effacement. « Les souvenirs s'estompent », continua Marcel, les yeux perdus dans les flammes de la cheminée. « Je ferme les yeux et j'essaie de me rappeler le visage de Marianne jeune, mais c'est flou, comme vu à travers une vitre mouillée. » Silas se leva et marcha vers la section la plus ancienne de la librairie, où les livres semblaient faire partie de l'architecture même. Il choisit un volume étroit et haut, relié en parchemin jauni, fermé par un fermoir de cuivre vert de gris. Marcel ouvrit le livre avec des mains qui tremblaient légèrement. Les pages étaient couvertes de cartes délicates, tracées à l'encre sépia. Mais à y regarder de plus près, ce n'étaient pas des continents ou des océans conventionnels. On y voyait le golfe des premiers regards, les îles des rires enfouis, le détroit des regrets, l'archipel des petits bonheurs. Chaque souvenir a sa géographie, commenta Silas en voyant l'émerveillement sur le visage de Marcel. Augustin a compris que la mémoire n'est pas linéaire, mais topographique. Certains souvenirs sont des montagnes imposantes, d'autres des vallées discrètes, d'autres encore des rivières souterraines qui ressurgissent au moment où on s'y attend le moins. Marcel passa ses doigts sur une carte intitulée « La baie des étreintes ». Il sentit aussitôt la chaleur d'un corps contre le sien, entendit le battement d'un cœur qui n'était plus, perçut le parfum discret du parfum de Marianne, un mélange de muguet et de savon. Des larmes coulèrent sur ses joues ridées. « C'est elle, » chuchota-t-il. « C'est comme si elle était là. » Le souffle d'Augustin ne vous redonnera pas vos souvenirs, précisa Silas, mais il vous montrera comment les cartographier, comment leur donner une forme, un lieu. Ainsi, ils ne seront plus des fantômes fuyants, mais des territoires que vous pourrez visiter quand vous le souhaiterez. Marcel passa la nuit dans le fauteuil de la librairie, explorant les cartes d'Augustin. Chaque page lui offrait un nouveau fragment de sa propre mémoire, organisé, mis en perspective. Il voyagea dans la forêt des jeudis d'enfance, où il revit les après-midi à pêcher des têtards avec son frère. Il traversa la plaine des conversations avec son père, ses discussions silencieuses en réparant une bicyclette.
Il escalada la montagne de la naissance de son fils, ce sommet de joie pure et d'effroi mêlé. Au petit matin, lorsque les premières lueurs de l'aube teintèrent le ciel, Marcel était transformé. Son visage, hier marqué par l'angoisse, était maintenant apaisé. « Je comprends maintenant », dit-il à Silas en lui rendant le livre. « Mes souvenirs ne disparaissent pas, ils se transforment, comme le littoral sous l'action des marées. Certains caps s'effritent, mais de nouvelles baies se forment. L'important n'est pas de tout retenir, mais de savoir que le paysage intérieur existe, qu'il est riche et vaste. « Souhaitez-vous emporter le livre » demanda Silas. Marcel réfléchit un moment, puis secoua la tête. « Non. Ce que j'ai trouvé ici, je peux l'emporter en moi. Mais laissez-moi vous donner quelque chose en échange. » De la poche de son manteau, il sortit un petit carnet de cuir usé. « Ce sont mes propres cartes, » expliqua-t-il. « Pas aussi belles que celles d'Augustin, mais elles sont à moi. Peut-être qu'un jour, elles deviendront le souffle de Marcel et aideront quelqu'un d'autre à ne pas avoir peur de l'oubli. » Silas accepta le carnet avec un profond respect. « Je l'ajouterai à la collection, quand le moment sera venu. Merci, Marcel. » Le vieil homme quitta la librairie sans sa canne, redressé, comme si un poids s'était envolé. Silas regarda le carnet dans ses mains, touché par ce geste de transmission. C'était ainsi que fonctionnait la librairie des souffles perdus. Un cycle de dons et de réceptions, un échange éternel entre les vivants et ceux qui étaient partis. Le printemps suivant, une visiteuse inhabituelle franchit le seuil de la librairie. Une petite fille d'environ 8 ans, accompagnée de sa mère. L'enfant s'appelait Lila et ses grands yeux noisettes brillaient d'une curiosité insatiable. Mais sa mère, Élodie, avait le visage tiré par l'inquiétude. « Lila fait des cauchemars », expliqua Élodie à voix basse, tandis que la petite fille explorait la librairie avec émerveillement. « Toutes les nuits, elle se réveille en criant. Les médecins disent que c'est normal à son âge, mais cela dure depuis des mois. Elle a peur de s'endormir maintenant. » Silas observa Lila qui caressait doucement les dos des livres, comme on caresse un animal familier. Il vit en elle non seulement la peur, mais aussi une imagination débordante, une sensibilité aiguë qui captait tous les stymiles du monde et les transformait en visions nocturnes effrayantes. « Lila » appela-t-il doucement, « viens voir ce livre. » Il lui montra un volume très particulier, plus petit que les autres, relié dans un tissu qui changeait de couleur selon la lumière, passant du bleu nuit au violet profond. Sur la couverture étaient brodées des étoiles qui semblaient scintiller réellement. « C'est le souffle de Clara », dit Silas. « Elle était rêveuse comme toi, mais elle a appris à apprivoiser ses rêves, à en faire des amis plutôt que des monstres. » Lila ouvrit le livre avec précaution. Au lieu de pages écrites, elle découvrit des découpages délicats, des pop-up qui se déployaient en châteaux de nuages, en forêts de cristal, en océans de soie. Chaque page était un petit théâtre où se jouaient des scènes paisibles. Des licornes dormant sous des arbres à fruits de lumière, des dragons qui soufflaient des bulles de savon plutôt que du feu, des ombres qui dansaient joyeusement au clair de lune. « C'est magique !» murmura Lila, hypnotisée. Clara a créé ce livre pour les enfants qui, comme elle, avaient peur de la nuit, expliqua Silas. Elle croyait que si on peut donner une forme belle à ces peurs, elles deviennent moins effrayantes. Élodie regarda sa fille, étonnée par son calme soudain. « Comment ça marche ? Lila va apprendre à construire ses propres décors de rêve, » répondit Silas. Avant de s'endormir, elle pourra imaginer un lieu sûr, paisible, et y placer les personnages de ce livre. Petit à petit, son esprit comprendra qu'il peut créer autre chose que des cauchemars. Silas offrit à Lila une petite boîte contenant des éléments à ajouter au livre.
des étoiles en papier phosphorescent, des nuages de ouates, de minuscules animaux découpés. Tu peux modifier les scènes, inventer tes propres histoires. Le livre est à toi maintenant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Lila s'endormit sans peur. Elle avait placé le livre ouvert sur sa table de chevet et avant de fermer les yeux, elle avait imaginé la forêt de cristal, peuplée de créatures douces. Dans son rêve, elle marchait dans cette forêt, tenant la main d'une femme aux cheveux argentés qui lui montrait comment les cauchemars, lorsqu'on les regardait en face, se révélaient n'être que des ombres mal comprises. Au réveil, Lila était radieuse. « Maman, j'ai fait un beau rêve. J'étais dans un château de nuages et il y avait un dragon qui faisait des bulles. » Élodie serra sa fille dans ses bras, soulagée au-delà des mots. Elle comprenait maintenant que le livre n'était pas seulement un objet, mais un outil d'apprentissage, un pont entre l'imagination diurne et les rêves nocturnes. Les semaines suivantes, Lila devint une habituée de la librairie. Elle y venait avec ses propres créations, des dessins, des petits récits, et Silas les ajoutait à un album spécial. Parfois, tard le soir, on pouvait voir une lumière douce émaner de la chambre de Lila, où elle travaillait à agrandir le livre de Clara, ajoutant de nouvelles pages, de nouveaux mondes. Un soir, alors qu'elle terminait un pop-up particulièrement complexe représentant un jardin sous-marin, Lila demanda à Silas « Clara, elle est où maintenant ?» Silas sourit. Partout, les enfants rêvent sans peur. Dans chaque étoile qu'on compte avant de s'endormir, dans chaque histoire qui commence par « Il était une fois », dans chaque cauchemar transformé en aventure. Les souffles ne meurent jamais vraiment, Lila. Ils se transforment et parfois, ils deviennent des livres qui aident d'autres enfants. Lila réfléchit un moment, puis déclara sérieusement « Quand je serai grande, je ferai un livre pour les enfants qui ont peur, comme Clara. » « Je n'en doute pas, » répondit Silas, le cœur chaud d'une émotion rare. Et dans son grand registre, il écrivit « Lila, souffle de Clara, apprivoisa ses rêves le 15 avril, future gardienne possible. » L'été était venu, apportant avec lui des nuits courtes et douces. Un soir, alors que la lune pleine baignait la ruelle d'une lumière argentée, un homme entra dans la librairie d'un pas hésitant. Il se tenait voûté, comme s'il portait une mélodie trop lourde pour ses épaules. Son nom était Gabriel, et il était pianiste. « Je ne peux plus jouer », avoua-t-il à Silas, les mains tremblantes. « Mes doigts connaissent encore les notes, mais la musique s'est tue en moi. » Silas observa les mains de Gabriel, longues, fines, des mains de musicien, qui semblaient chercher un clavier invisible. Il sentait la frustration et la douleur de l'homme, cette agonie particulière de l'artiste qui a perdu sa voix. « Quand avez-vous perdu la musique ?» demanda Silas en préparant une infusion de verveine. « Après le décès de ma fille, » murmura Gabriel, les yeux fixés sur ses mains. « Elle avait 6 ans, la leucémie. Pendant des mois, je jouais pour elle à son chevet. Chaque note était une prière, chaque mélodie un baume. Quand elle est partie, le silence s'est installé, un silence si profond que même le son du piano ne peut le combler. » Silas hocha lentement la tête. Il se dirigea vers une section de la librairie qu'il appelait la salle des harmonies. Là, sur des étagères spéciales, étaient alignés des livres aux reliures particulières. Certaines avaient des couvertures striées, comme les touches d'un piano, d'autres étaient ornées de portées musicales, d'autres encore semblaient vibrer d'un son silencieux. Il choisit un livre mince, couvert d'un tissu noir,
parsemé de notes d'argent qui brillaient faiblement. « Ceci est le souffle d'Anaïs », dit-il en le tendant à Gabrielle. Elle était compositrice, et elle a compris que les plus belles musiques naissent parfois des plus grands silences. Gabrielle ouvrit le livre. Sur la première page, au lieu de mots, il y avait une portée musicale, mais à mesure qu'il la regardait, les notes semblaient bouger, danser, se réorganiser. Une mélodie douce et poignante naissait dans son esprit, une mélodie qu'il n'avait jamais entendue auparavant, mais qui lui semblait étrangement familière. « Je n'ai pas ma partition, » murmura-t-il. « Ce livre ne se lit pas avec les yeux, » expliqua Silas. « Il se lit avec les oreilles du cœur. Fermez les yeux, Gabrielle. Laissez le souffle d'Anaïs vous montrer que le silence n'est pas un vide, mais un espace d'accueil. » Gabrielle s'installa près de la fenêtre, le livre ouvert sur ses genoux. Il ferma les yeux et respira profondément. D'abord, il n'entendit rien. Puis, très progressivement, une musique commença à émerger. Ce n'était pas une musique externe, mais interne, comme s'il naissait de ses propres souvenirs, de sa propre douleur. Il entendit d'abord les rires de sa fille et le dit, transformé en une cascade de notes cristallines. Puis, le son de la pluie contre la fenêtre de l'hôpital, devenant un arpège mélancolique. Le bourdonnement des machines médicales se métamorphosa en une basse continue, un rythme de vie obstiné. Et au milieu de tout cela, un silence qui n'était plus menaçant, mais qui devenait l'espace entre les notes, nécessaire à l'harmonie. Gabrielle resta ainsi pendant des heures, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Ce n'étaient plus des larmes de désespoir, mais de reconnaissance. Il comprenait maintenant que sa douleur n'avait pas tué la musique, elle l'avait simplement transformée. La légèreté joyeuse de ses compositions d'antan ne lui convenait plus, mais peut-être pouvait-il créer une nouvelle musique, une musique qui honorerait à la fois la vie et la perte, la joie et la tristesse. Au petit matin, Gabrielle se leva transformé. « Merci », dit-il simplement à Silas. « Je crois que je peux rejouer maintenant, pas comme avant, mais différemment. » Anaïs vous a offert son don, entendre la musique dans le silence, répondit Silas. Maintenant, à vous de la partager. Gabrielle quitta la librairie avec le livre serré contre lui. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, il ouvrit le couvercle du piano familial. Ses doigts effleurèrent les touches, hésitant d'abord, puis plus confiant. Il ne joua pas les pièces qu'il connaissait par cœur, mais laissa ses doigts errer, guidés par la mémoire d'Élodie et par la sagesse d'Anaïs. La musique qui en sortit était nouvelle, étrange, belle. C'était une élégie, mais aussi une berceuse, une œuvre qui parlait d'amour et de perte, de vide et de plénitude. Sa femme, qui l'écoutait depuis la porte, pleura sans bruit, reconnaissant enfin dans cette musique le cheminement de leur deuil partagé. Quelques semaines plus tard, Gabrielle revint à la librairie avec une partition manuscrite. « C'est pour vous, dit-il à Silas, la première composition née du souffle d'Anaïs. Peut-être qu'un jour, elle deviendra elle-même un souffle. » Silas accepta la partition avec gratitude. « Je l'ajouterai à la collection. Et, Gabrielle, votre fille n'a jamais vraiment quitté votre musique. Elle en fait partie à présent, comme la note manquante qui donne son sens à toute la mélodie. » L'automne suivant, une femme entra dans la librairie avec une urgence dans le regard. Elle s'appelait Léa et elle était écrivaine, ou plutôt, elle avait été écrivaine. « Je suis bloquée », avoua-t-elle, ses doigts tapotant nerveusement sur le comptoir. « Depuis 1 an, je n'arrive pas à écrire une ligne qui vaille la peine. Les mots me fuient, ou pire, ils se présentent mais sont vides, sans vie. » Silas observa Léa. Il voyait en elle la peur particulière des créateurs, la peur d'avoir perdu son don, d'être vidé de son essence même. Les mots ne sont pas partis,
dit-il doucement. Ils se sont cachés, par peur d'être mal utilisés, peut-être. J'ai essayé toutes les techniques, continua Léa, désespérée. Écrire tôt le matin, écrire tard la nuit, changer de lieu, tenir un journal, rien n'y fait. C'est comme si une porte s'était fermée en moi. Silas la conduisit vers une section de la librairie qu'il appelait le jardin des mots. Ici, les livres n'étaient pas alignés verticalement, mais disposés en cercles concentriques, comme des fleurs dans un parterre. Au centre trônait un livre imposant, relié de cuir vert forêt, avec des lettres dorées qui semblaient bouger quand on les regardait de côté. « Ceci est le souffle de Victor », annonça Silas. Il était poète et il croyait que les mots étaient des êtres vivants, timides, qui ne se révèlent qu'à ceux qui savent les écouter vraiment. Léa ouvrit le livre avec une curiosité mêlée de scepticisme. À sa surprise, les pages étaient presque vides. Seuls quelques mots épars y figuraient, comme des graines semées dans un champ en friche. « Il n'y a presque rien », remarqua-t-elle déçue. « Regardez mieux », encouragea Silas, « et surtout, écoutez. » Léa se concentra. D'abord, elle ne vit que le papier vierge. Puis, très lentement, des lettres commencèrent à apparaître, comme si une main invisible les traçait avec une encre invisible. Elles formaient des mots, puis des phrases, puis des paragraphes entiers qui disparaissaient presque aussitôt, remplacés par d'autres. « Les mots de Victor ne sont pas fixes, » expliqua Silas. « Ils sont en mouvement constant, comme les pensées, comme la vie. Ils refusent d'être emprisonnés dans une forme définitive. » Léa passa sa main au-dessus d'une page. Elle sentit un léger frémissement, comme si les mots étaient des papillons qui battaient des ailes sous sa paume. Une idée lui vint alors folle et magnifique, et si elle n'essayait plus de capturer les mots, mais de danser avec eux. « Prenez ceci », dit Silas en lui tendant un carnet vide et un stylo à encre spécial dont la plume était en plume d'oie véritable. « Écrivez avec Victor, laissez les mots venir et repartir. Ne les jugez pas, ne les forcez pas, accueillez-les simplement. » Cette nuit-là, Léa s'installa à la table de la librairie avec le livre de Victor ouvert à côté de son carnet vide. Elle ferma les yeux, respira profondément et attendit. Au début, rien ne vint. Puis, comme une goutte d'eau qui tombe après une longue sécheresse, un mot émergea dans son esprit, « brume ». Elle l'écrivit. Un autre mot suivit, « mémoire », puis « feuille »,« rivière »,« écho ». Les mots n'avaient pas encore de lien logique, mais ils avaient une résonance, une musicalité. Elle les laissa s'accumuler sur la page, formant une sorte de paysage lexical. Peu à peu, des phrases commencèrent à se former d'elles-mêmes. Ce n'était pas son style habituel, contrôlé et précis, mais quelque chose de plus organique, de plus fluide. Elle écrivit sans s'arrêter, sans se relire, sans juger. Les heures passèrent, et le carnet se remplissait. Quand le jour se leva, Léa avait écrit 30 pages. Ce n'était pas un roman, pas une nouvelle, pas un poème. C'était quelque chose d'hybride, d'étrange et de vibrant. Pour la première fois depuis des mois, elle sentait cette excitation créatrice qu'elle croyait avoir perdue à jamais. « Je comprends maintenant », dit-elle à Silas lorsque celui-ci descendit pour ouvrir la librairie. « J'essayais de contrôler les mots. Je les forçais dans des cases, des structures. Victor m'a appris à les laisser libres. »« Les mots sont comme des oiseaux », répondit Silas en souriant. « Si vous ouvrez la cage, certains s'envoleront, mais ceux qui restent le feront par choix, et leurs chants seront plus beaux. » Léa repartit avec le livre de Victor et son carnet rempli. Les semaines suivantes, elle développa une nouvelle pratique d'écriture. Chaque matin, elle dialoguait avec Victor.
écrivant librement, sans plan ni attente. De ce flot de conscience émergèrent des histoires qu'elle n'aurait jamais imaginées, des personnages qui la surprenaient elle-même, des thèmes qu'elle n'aurait jamais osé aborder. 1 an plus tard, Léa publia un livre qui fut salué comme une renaissance littéraire. Dans la dédicace, elle écrivit « À Victor, dont les mots sans attache m'ont appris à voler ». Et dans la librairie des Souffles perdus, Silas ajouta un exemplaire de ce livre à la collection, avec une note « Léa, souffle de Victor ». Retrouva les mots le 3 octobre. Devint elle-même un souffle pour d'autres. L'hiver était particulièrement rigoureux cette année-là. La neige tombait en épais flocons qui étouffaient les bruits de la ville. C'est par une de ces nuits glaciales qu'une femme entra dans la librairie, secouant la neige de son manteau. Elle s'appelait Docteur Amélie Duval et elle était astrophysicienne. « Je suis désolée de venir si tard », dit-elle, bien que Silas ne lui ait jamais donné d'horaire. « Je ne sais pas exactement pourquoi je suis venu, j'ai vu la lumière en passant. » Silas l'observe. Il voit en elle une intelligence aiguë, mais aussi une rigidité, comme si elle avait enfermé sa curiosité dans des équations trop étroites. « Vous cherchez quelque chose que la science ne peut vous donner ?» devine-t-il. Amélie soupire. « Peut-être. Je passe mes journées à étudier l'univers, les galaxies, les trous noirs. Je comprends les lois qui régissent le cosmos. Mais parfois, la nuit, je me réveille avec une question si simple qu'elle m'est terrifiée. Et si tout cela n'était que du bruit? Du bruit mathématique, élégant, mais du bruit quand même. » Silas hoche la tête. Il a rencontré ce genre de doute chez d'autres scientifiques, la peur que derrière la complexité des équations, il n'y ait que le vide. Il l'emmène vers une section de la librairie qu'il appelle l'Observatoire. Ici, les livres ont des reliures qui ressemblent à la voûte céleste, des bleus profonds constellés d'étoiles d'or et d'argent. Au centre, sur un pupitre spécial, repose un livre épais dont la couverture semble être faite de bois fossilisé. « Ceci est le souffle d'Alban, » dit Silas. Il était philosophe des sciences. Il croyait que chaque réponse scientifique ouvre en réalité 10 nouvelles questions, et que c'est dans ces questions que réside la véritable beauté de l'univers. Amélie ouvre le livre. Au lieu de texte continu, elle trouve des pages remplies de questions calligraphiées avec soin. Certaines sont scientifiques. Pourquoi les constantes fondamentales ont-elles ces valeurs précises? D'autres sont philosophiques. Un univers qui n'est observé par personne existe-t-il vraiment? D'autres encore sont poétiques. Les étoiles rêvent-elles? Je ne comprends pas, dit Amélie perplexe. Ce ne sont que des questions. Où sont les réponses? Tournez la page, suggère Silas. Amélie tourne la page. Elle découvre que chaque question est suivie d'autres questions. Les réponses, quand elles existent, sont à leur tour interrogatives, ouvrant sur de nouveaux mystères. Alban croyait que la science n'est pas une quête de réponses définitives, mais un art de poser des questions de mieux en mieux, explique Silas. Le jour où nous cesserons de nous émerveiller devant l'inconnu, nous cesserons d'être des scientifiques. Amélie passe la nuit à parcourir le livre d'Alban. Elle y retrouve des questions qu'elle s'est posées elle-même, mais aussi d'autres qu'elle n'aurait jamais osé formuler, de peur qu'elles ne soient pas sérieuses. Une page en particulier la touche. Quelle est la couleur du chant des étoiles? Sous cette question, d'autres s'enchaînent. Les planètes ont-elles des souvenirs? Le temps a-t-il une odeur? Les mathématiques sont-elles découvertes ou inventées? Peu à peu, quelque chose se déverrouille en Amélie. Elle réalise qu'elle a passé tant d'années à chercher des réponses qu'elle a oublié la joie pure de se poser des questions, de s'émerveiller devant le mystère. Sa science était devenue une forteresse de certitudes,
alors qu'elle aurait dû être un jardin de curiosités. Au matin, Amélie a les yeux brillants d'une lumière nouvelle. « Je comprends maintenant », dit-elle à Silas. « J'avais peur des questions sans réponse. Mais ce livre me montre que ces questions sont précieuses en elles-mêmes. Elles sont ce qui nous pousse à chercher, à explorer, à grandir. » « Prenez le livre avec vous, » propose Silas. Alban serait heureux de savoir que ces questions continuent à inspirer. Les mois suivants, Amélie change sa manière de travailler. Elle commence ses cours par une question du jour. Pas nécessairement une question à laquelle on peut répondre, mais une question qui ouvre l'esprit. Elle encourage ses étudiants à formuler leurs propres interrogations, même si elles semblent farfelues. Un soir, elle organise même une nuit des questions à l'observatoire où elle travaille. Les participants sont invités à partager les questions qui les hantent sans chercher à y répondre. L'événement est un succès inattendu et devient une tradition annuelle. Un an plus tard, Amélie revient à la librairie avec un livre qu'elle a elle-même créé, le livre des questions de l'Observatoire. Il contient des centaines de questions posées par ses étudiants, collègues et visiteurs. « Pour la collection, dit-elle à Silas, pour qu'un jour, quelqu'un d'autre perdu dans ses certitudes puisse retrouver la beauté du questionnement. » Silas accepte le livre avec émotion. Alban sourit quelque part, j'en suis sûr. Le printemps suivant, un homme entra dans la librairie avec une raideur militaire dans la posture, mais une vulnérabilité dans le regard. Il s'appelait Thomas et il était soldat, ou plutôt ancien soldat. Depuis son retour de mission, il était hanté par des cauchemars si violents qu'il craignait de s'endormir. « Les images reviennent, » dit-il à Silas, les poings serrés sur le comptoir. « Toutes les nuits. Je les vois, je les entends, je les sens. L'odeur de la poudre, les cris. Je suis rentré chez moi, mais ma tête est restée là-bas. » Silas voit en Thomas la blessure invisible mais profonde de ceux qui ont vu l'horreur. Il lui prépare une infusion de camomille et de mélisse aux propriétés calmantes. « Vous ne cherchez pas à oublier, » devine Silas, « vous cherchez à faire la paix avec vos souvenirs. » Thomas hoche lentement la tête. « On nous dit d'oublier, de tourner la page, mais comment tourner la page quand les images sont gravées au fer rouge dans votre esprit ?» Silas l'emmène vers une section reculée de la librairie, une alcôve paisible où la lumière est plus douce. Ici, les livres ont des reliures de tissu doux, dans des tons apaisants de vert, de bleu et de beige. Il choisit un livre mince, relié d'une étoffe qui ressemble à de la soie, d'un gris perle. « Ceci est le souffle de Samy, » dit Silas. « Il était médecin sur les champs de bataille. Il a vu les mêmes horreurs que vous, mais il a trouvé un moyen de ne pas en être détruit. » Thomas ouvre le livre avec des mains qui tremblent légèrement. Il s'attend à des récits de guerre, à des descriptions de blessures. Mais à la place, il trouve des dessins délicats à l'encre de Chine. Des mains qui soignent, des visages fatigués mais compatissants, un oiseau nichant dans un casque abandonné, une fleur poussant à travers une fissure dans le béton. Samy dessinait ce qu'il voyait de beau, même au milieu de l'horreur, explique Silas. Une lueur d'humanité dans l'inhumain, un geste de bonté dans la cruauté. Ces petits moments, il les capturait, et ils devenaient des boucliers contre le désespoir. Thomas tourne les pages, fasciné. Chaque dessin est accompagné d'une courte phrase simple et profonde. Aujourd'hui, j'ai vu un soldat partager son eau avec un enfant. La nuit, les étoiles brillent aussi sur les champs de bataille. Même les mains couvertes de sang peuvent être des mains qui sauvent. « Je ne sais pas dessiner, » murmure Thomas. « Samy non plus au début, » répond Silas. Mais il a découvert que ce n'était pas la beauté du dessin qui comptait, mais l'acte de voir autrement, de chercher activement les fragments de lumière dans les ténèbres. Silas donne à Thomas un carnet des croquis et un crayon. « Essayez.
pas besoin de montrer à personne, juste pour vous. Cette nuit-là, Thomas reste dans la librairie. D'abord, il ne dessine rien. Il regarde simplement les dessins de Samy, laissant des images pénétrer son esprit meurtri. Puis, timidement, il esquisse le contour de sa main. Puis la fenêtre de la librairie, avec la lune derrière. Puis le visage de sa femme, qu'il n'a pas réussi à regarder vraiment depuis son retour. Les heures passent. Thomas ne dessine rien de ce qu'il a vu là-bas, pas encore. Mais il dessine ce qu'il voit ici, maintenant. La texture du bois de la table, la forme des ombres sur le mur, sa propre main tenant le crayon, une main qui a tenu une arme, mais qui peut aussi tenir un outil de création. Au petit matin, Thomas a rempli plusieurs pages. Ce ne sont pas des œuvres d'art, mais elles sont sincères. Et pour la première fois depuis des mois, il se sent un peu plus léger. « Prenez le livre de Samy », dit Silas, « et ce carnet. Chaque fois que les images reviendront, essayez de dessiner quelque chose de beau que vous avez vu ce jour-là, même si ce n'est qu'une tasse de café bien préparée ou un sourire d'étranger. » Thomas suit le conseil de Silas. Les nuits suivantes, quand les cauchemars le menacent, il se lève, allume une petite lampe et dessine. D'abord des choses simples, puis, progressivement, il ose dessiner des fragments de ses souvenirs de guerre, mais en cherchant toujours l'élément d'humanité. Un camarade partageant une photo de sa famille, un vieil homme offrant du thé malgré la peur, deux ennemis se regardant un instant avec une reconnaissance mutuelle de leur humanité partagée. Le processus est lent, douloureux parfois, mais guérisseur. Thomas ne tourne pas la page sur ses expériences, mais il apprend à les intégrer dans une histoire plus large, une histoire qui inclut aussi la beauté, la bonté, l'espoir. Un an plus tard, Thomas revient à la librairie. Il a avec lui son carnet, maintenant presque rempli. « Je ne suis pas guéri, dit-il honnêtement, mais je vis avec. Et parfois, je dors toute une nuit sans cauchemar. » Silas feuillette le carnet. Les dessins sont devenus plus assurés et plus expressifs. Il y a des scènes de guerre, oui, mais aussi des scènes de paix, de vie quotidienne, d'amour. « Samy serait fier, dit Silas, vous avez trouvé votre propre manière de chercher la lumière. » Thomas laisse une copie de son carnet à la librairie, pour que d'autres soldats perdus sachent qu'il est possible de trouver la paix même après avoir vu l'enfer. Un soir d'été, un homme d'une trentaine d'années entra dans la librairie. Il s'appelait Nicolas, et il avait le regard fatigué de ceux qui ont trop vite grandi. « Je suis père de famille, cadre dans une entreprise, dit-il. Ma vie est réussie, mais elle est vide. Je fais les choses mécaniquement, sans plaisir, sans émerveillement, comme si je jouais un rôle. » Silas l'observe. Il voit en Nicolas l'enfant qu'il a été, enterré sous des couches de responsabilité et d'attente sociale. « Vous avez oublié comment vous émerveillez, dit-il simplement. « L'émerveillement » répète Nicolas avec un sourire amer. « Ça fait des années que je n'ai pas ressenti ça. Tout est prévisible, rationnel. Même les couchers de soleil, je les vois, sans les voir. » Silas sourit. « Je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. » Il l'emmène vers une section joyeuse de la librairie où les livres sont de taille et de formes variées, certains avec des coins arrondis, d'autres avec des pages découpées. Il choisit un livre carré, épais, avec une couverture en tissu jaune soleil. « Ceci est le souffle de Mathilde », annonce Silas. Elle était institutrice en maternelle. Elle croyait que l'émerveillement n'est pas un prévinage de l'enfance, mais une compétence à cultiver toute la vie. Nicolas ouvre le livre. Il s'attend à des textes naïfs, mais à la place, il trouve des observations d'une profondeur surprenante. Chaque page aborde un sujet simple, vu avec des yeux neufs.
Page 1. La magie des chaussettes qui disparaissent dans la machine à laver. Où vont-elles? Peut-être voyagent-elles dans un monde parallèle où tout est moelleux et chaud. Page 12. Le mystère des bulles de savon. Elles sont là, irisées, parfaites, puis, pouf, disparues, comme nos pensées les plus brillantes. Page 34. Les escargots portent leur maison sur le dos. Imaginez si nous faisions de même. Nos conversations commenceraient par « Bonjour, j'aime beaucoup ta façade ». Nicolas ne peut s'empêcher de sourire, puis de rire doucement. C'est absurde, mais charmant. Mathilde disait que l'absurdité est la porte d'entrée à l'émerveillement, explique Silas. Quand on cesse de prendre le monde trop au sérieux, on commence à vraiment le voir. Silas donne à Nicolas une mission. Pendant une semaine, il doit noter chaque jour 3 choses qui l'ont fait sourire, 3 petits miracles du quotidien. Et il doit les noter dans le style de Mathilde. Les premiers jours, Nicolas a du mal. Sa vision est conditionnée par le pragmatisme. Mais peu à peu, il se force à regarder différemment. Il remarque la façon dont la lumière traverse sa tasse de café le matin, la complexité incroyable d'une toile d'araignée dans son jardin, le sourire malicieux de sa fille quand elle pense qu'il ne la regarde pas. Il note ses observations dans le livre de Mathilde, ajoutant ses propres pages. Aujourd'hui, j'ai regardé une flaque d'eau après la pluie. C'était comme un miroir brisé reflétant le ciel. Mon reflet était fragmenté et pour la première fois, je me suis demandé lequel de ces fragments est le vrai moi. La semaine se transforme en mois. Nicolas change. Il commence à prendre du temps pour des choses inutiles. Regarder les nuages, écouter le chant des oiseaux, jouer avec ses enfants sans penser à la prochaine tâche à accomplir. Un soir, il emmène sa famille faire un pique-nique nocturne dans le jardin, juste pour regarder les étoiles. Sa femme le regarde, étonnée, et ravie de redécouvrir l'homme qu'elle a épousé, cet homme curieux et rêveur qu'elle croyait perdu. « Tu as changé, lui dit-elle. »« J'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu, » répond-il en lui tenant la main. Nicolas continue à tenir son journal d'émerveillement. Parfois, quand le stress du travail menace de l'engloutir, il ouvre le livre de Mathilde et relit une page au hasard. Cela suffit à le recentrer, à lui rappeler que la vie n'est pas seulement une série de tâches à accomplir, mais un mystère à explorer. Un jour, il apporte à Silas un livre qu'il a créé avec ses enfants, le livre des pourquoi des petits. Il contient les questions de ses enfants et ses tentatives de réponse, souvent aussi imaginatives que les questions elles-mêmes. « Pour la librairie, dit-il, pour que d'autres adultes sérieux se souviennent qu'il est permis, et même nécessaire, de ne pas toujours être sérieux. » Silas range le livre précieusement. Mathilde serait ravie. Elle disait toujours que les enfants ne sont pas les seuls à avoir besoin de garder leur émerveillement vivant. Les adultes en ont encore plus besoin, car ils ont plus à oublier. Un soir d'automne, une femme d'âge mûr entra dans la librairie. Elle s'appelait Héloïse, et elle avait un regard profond, comme si elle voyait au-delà des apparences. « Je parle aux pierres », annonça-t-elle sans préambule. « Depuis toujours. Elles me racontent leurs histoires, les époques qu'elles ont vues, mais personne ne me croit. On me dit que je suis folle ou que j'invente. » Silas l'écouta avec un intérêt sincère. « Et vous, vous les croyez, ces histoires ? Bien sûr, elles sont vivantes, les pierres. Elles ont une mémoire longue, très longue. Mais à force d'être seul dans cette certitude, je commence à douter de moi-même. » Silas la conduisit vers une section de la librairie qu'il appelait « la cave aux roches ». Ici, les livres étaient faits de matériaux minéraux, ardoise, marbre, granit. Certains même semblaient être des pierres plates gravées. Il prit un livre dont la couverture était une plaque d'ardoise fine sur laquelle des signes étaient gravés. « Ceci est le souffle de Gurwan », dit-il. Il était géologue,
mais aussi conteur. Il écoutait les pierres et transcrivait leurs récits. Pour lui, chaque couche géologique était une page d'histoire, chaque fossile un mot. Héloïse ouvrit le livre. Les pages étaient en papier épais, imprégné de poussière de pierre. Les textes racontaient l'histoire de la Terre vue par les pierres. La dérive des continents, la croissance des montagnes, le passage des glaciers, l'érosion patiente des rivières. Il y avait aussi des récits plus intimes. La pierre qui avait servi de seuil à une maison pendant des générations, le galet poli par la mer et tenu dans la main d'un enfant, le menhir dressé vers le ciel par des mains anciennes. Gurvan n'était pas fou, et vous non plus, affirma Silas. Les pierres ont une mémoire, pas au sens humain, mais une mémoire minérale, une trace des événements qu'elles ont vécus. Votre don est rare, mais réel. Héloïse sentit des larmes de soulagement lui monter aux yeux. Enfin, quelqu'un qui ne la rejetait pas. Mais comment faire pour que les autres comprennent? Peut-être en écrivant comme Gurvan. Transcrivez ce que les pierres vous racontent, pas pour convaincre, mais pour partager. Même si les autres ne perçoivent pas les mêmes choses, vos récits pourront les toucher, les émouvoir. Héloïse passa la nuit à la librairie, à lire le livre de Gurvan et à écrire ses propres histoires dictées par les pierres qu'elle avait apportées dans son sac. Elle écrivait l'histoire d'un basalte né d'une éruption volcanique il y a des millions d'années, d'un calcaire qui avait abrité des créatures marines, d'un silex taillé par des mains préhistoriques. Au matin, elle repartit avec une nouvelle détermination. Elle commença un blog où elle publiait quotidiennement une histoire de pierre. Au début, peu de gens la lisaient, mais peu à peu, son audience grandit. Des randonneurs, des amateurs de géologie, des poètes vinrent à elle. Elle organisa même des balades contées où elle racontait l'histoire des pierres rencontrées sur le chemin. 1 an plus tard, elle revint à la librairie avec un livre imprimé de ses meilleures histoires. « Pour Gurvan, dit-elle, et pour tous ceux qui écoutent la terre. » Silas rangea le livre avec respect. Gurvan, qui a passé sa vie à traduire la voix des pierres, serait heureux de savoir que sa passion a trouvé une héritière. Par une nuit de brouillard, un homme entra dans la librairie en frissonnant. Il se présenta sous le nom de Victor, et il semblait inquiet, regardant sans cesse derrière lui. « J'ai perdu mon ombre », chuchota-t-il. « Un matin, je me suis réveillé et elle n'était plus là. Depuis, je me sens incomplet, vulnérable. » Silas l'observe. Il ne voit effectivement pas d'ombre portée derrière Victor, mais cela pourrait être dû à l'éclairage tamisé de la librairie. Pourtant, il sent que Victor parle métaphoriquement. Il a perdu une partie de lui-même, son double, son côté obscur peut-être, mais essentiel. Parfois, on perd son ombre quand on fuit une part de soi, suggéra Silas, une part que l'on refuse de voir, que l'on veut ignorer. Victor baissa les yeux. J'ai fait des choses dont j'ai honte, des choix égoïstes, des lâchetés. J'ai essayé de les oublier, de les enterrer, et un jour mon ombre a disparu. Silas le mena vers une section sombre de la librairie, éclairée seulement par quelques bougies. Là, les livres avaient des reliures noires, grises, parfois miroitantes comme du charbon. Il choisit un livre dont la couverture était d'un noir profond, avec des reflets argentés qui dessinaient des formes changeantes. « Ceci est le souffle de Casper », dit-il. Il était danseur et il croyait que l'ombre n'est pas l'ennemi de la lumière, mais son partenaire de danse. Sans ombre, pas de relief, pas de profondeur. Victor ouvrit le livre. Les pages étaient noires, avec un texte en argent. Casper y racontait comment il avait apprivoisé son ombre, comment il avait accepté ses défauts, ses erreurs, ses parts d'ombre. Il décrivait l'ombre non comme une ennemie, mais comme une compagne fidèle qui rappelle à l'homme qu'il est entier avec ses qualités et ses défauts.
Casper a compris qu'on ne peut se débarrasser de son ombre, expliqua Silas. Elle fait partie de nous. La nier, c'est se mutiler. L'accepter, c'est devenir entier. Victor lut toute la nuit, absorbé par les mots de Casper. Il se souvint peu à peu des événements qu'il avait voulu oublier, des choix qu'il avait regrettés. Au lieu de les refouler, il les regarda en face, avec compassion pour l'homme qu'il était alors. Au petit matin, Victor leva les yeux. « Je crois que je suis prêt à retrouver mon ombre. Mais comment ? En acceptant toutes les parts de vous-même, en cessant de vous juger sévèrement, en comprenant que vos erreurs font partie de votre histoire, de votre richesse. » Victor quitta la librairie avec le livre de Casper. Les jours suivants, il entreprit un travail d'introspection, écrivant dans un journal ses regrets, ses remords, mais aussi les leçons qu'il en avait tirées. Peu à peu, il se sentit plus léger, plus entier. Un soir, alors qu'il se promenait au soleil couchant, il regarda derrière lui et vit son ombre, longue et fine, qui dansait sur le sol. Il sourit, reconnaissant. Quelques mois plus tard, il apporta à Silas un recueil de poèmes qu'il avait écrits sur l'ombre et la lumière. « Pour Casper, dit-il, et pour tous ceux qui ont peur de leur ombre. » Silas rangea le recueil. Casper, qui a dansé avec son ombre toute sa vie, aurait aimé ses poèmes. Un soir d'hiver, une adolescente entra dans la librairie, les yeux rougis. Elle s'appelait Inès, et elle avait l'air à la fois en colère et désespérée. « On m'a volé mes rêves, déclara-t-elle. Mes parents veulent que je fasse des études de droit comme eux, mais moi, je veux être artiste-peintre. Ils disent que c'est un métier de misère, que je dois être raisonnable. Alors ils ont brûlé mes toiles, mes carnets de croquis. » Silas entendit dans sa voix la révolte de la jeunesse étouffée, la créativité brimée. « Ils ont brûlé vos œuvres, mais pas vos rêves, » dit-il doucement. « Les rêves sont plus résistants que le papier. » Il la conduisit vers une section colorée de la librairie, où les livres éclataient de couleurs vives. Certains avaient des couvertures peintes à la main, d'autres étaient ornés de collages. Il prit un livre dont la couverture était une toile tendue sur laquelle était peinte une aurore boréale. « Ceci est le souffle de Manon, » dit-il. Elle aussi voulait être artiste et ses parents s'y opposaient. Alors elle a peint en secret sur tout ce qu'elle trouvait, des morceaux de tissu, des vieux meubles, même les murs de sa chambre qu'elle recouvrait ensuite. Elle n'a jamais abandonné. Inès ouvrit le livre. C'était un journal illustré où Manon racontait son combat pour sa passion. Des croquis rapides, des citations inspirantes, des histoires de petits succès, vendre une peinture à un voisin, exposer dans un café, et finalement la reconnaissance, une galerie qui accepte ses œuvres, puis des expositions, des articles. Manon n'a pas désobéi par rébellion gratuite, expliqua Silas. Elle a persévéré avec intelligence et patience. Elle a fait des études pour gagner sa vie, mais a continué à peindre chaque moment libre. Finalement, son talent a parlé pour elle. Inès feuilleta le livre, inspirée. « Mais mes parents ont détruit mes œuvres. Alors créez-en de nouvelles, en secret si nécessaire, mais ne renoncez pas. Et peut-être un jour, montrez-leur que votre passion n'est pas un caprice, mais une vocation. » Silas donna à Inès un carnet de croquis et une boîte d'aquarelles. « Cachez-les bien et remplissez ce carnet. Pas pour le montrer tout de suite, mais pour vous, pour garder votre rêve vivant. » Inès passa la nuit à dessiner dans la librairie, retrouvant la joie de créer. Elle repartit avec une détermination nouvelle. Elle suivit les conseils de Silas. Elle s'inscrivit en droit pour satisfaire ses parents, mais chaque soir, elle étudiait aussi les beaux-arts en ligne, pratiquait en secret et accumulait les œuvres. 2 ans plus tard, elle gagna un concours d'art pour étudiants. Le prix était une exposition dans une galerie renommée. Elle invita ses parents à l'exposition.
Quand ils virent ces tableaux, signés de son nom et les éloges des visiteurs, ils comprirent que leur fille avait un vrai talent. Ils s'excusèrent pour avoir brûlé ses premières œuvres et la soutinrent dès lors. Inès revint à la librairie avec un album photo de ses tableaux. Pour Manon, dit-elle, et pour toutes les jeunes filles à qui on dit d'être raisonnables au lieu d'être elles-mêmes. Silas rangea l'album. Manon, qui a lutté pour son art, serait fière de vous. Un jour de semaine, en après-midi, un homme âgé entra dans la librairie. Il se présenta comme Monsieur Lefebvre, récemment retraité. « J'ai travaillé toute ma vie à la poste, dit-il. Maintenant, j'ai tout mon temps, mais je ne sais pas quoi en faire. Les journées sont longues, vides, je me sens inutile. » Silas comprit le désarroi de ceux qui ont structuré leur vie autour du travail et qui, une fois retraités, se sentent perdus. « Vous avez perdu le rythme, pas le temps, dit-il. Le temps est maintenant à vous, mais vous ne savez pas comment l'habiter. » Il le conduisit vers une section de la librairie appelée « l'horloge de l'âme ». Ici, les livres étaient disposés en cercle, comme les heures d'une horloge. Certains avaient des couvertures avec des cadrans, d'autres des sabliers. Silas choisit un livre dont la couverture était un cadran solaire en relief. « Ceci est le souffle d'Yvette, » dit-il. Elle aussi a eu du mal à prendre sa retraite. Alors, elle a décidé d'apprendre une nouvelle chose chaque mois. La poterie, l'italien, la botanique, la généalogie. Elle a rempli son temps non pas en le tuant, mais en le vivant pleinement. Monsieur Lefebvre ouvrit le livre. C'était un journal où Yvette notait ses découvertes, ses progrès, ses joies. Il y racontait comment apprendre à son rythme, sans pression, avait été une révélation. Comment chaque nouvelle connaissance ouvrait des portes insoupçonnées. Yvette découvert que la retraite n'est pas une fin, mais un nouveau commencement, expliqua Silas. Une chance de redevenir un éternel apprenant, de cultiver des passions longtemps négligées. Monsieur Lefebvre, qui n'avait jamais eu de hobby, se sentait un peu perdu. Mais par où commencer? Par ce qui vous a toujours intrigué, même de loin. La musique? Le jardinage? L'histoire locale? Peu importe. L'important est de se lancer sans exigence de performance. Silas lui offrit un carnet vierge. Notez-y toutes les idées qui vous passent à la tête et choisissez-en une pour commencer. Monsieur Lefebvre commença par s'inscrire à un club de photographie. Il apprit à se servir d'un appareil photo, à composer des images, puis il découvrit la passion de l'histoire locale et se mit à photographier les vieux bâtiments de sa ville. Il montra ses photos à la bibliothèque municipale, qui lui proposa une exposition. Peu à peu, ses journées se remplissaient de projets. Il apprit à cuisiner des plats exotiques, rejoignit un groupe de randonnée, commença même à écrire ses mémoires pour ses petits-enfants. Un an plus tard, il revint à la librairie avec un album de ses meilleures photos et un exemplaire de ses mémoires. Pour Yvette, et pour tous les retraités qui croient que leur vie active est derrière eux. Silas rangea les livres. Yvette, qui a su transformer sa retraite en renaissance, serait heureuse de vous voir si épanoui. Un soir de pluie, un enfant d'une dizaine d'années, trempé et transi, poussa la porte de la librairie. Il s'appelait Kevin, et il vivait dans la rue depuis que sa famille l'avait rejeté. « Je n'ai nulle part où aller, » murmura-t-il, « et j'ai froid. » Silas l'accueillit avec une douceur paternelle. Il lui donna des vêtements secs, un bol de soupe chaude, et l'installa près du feu. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, » assura-t-il. Kelvin, méfiant au début, se détendit peu à peu. Il regardait les livres avec curiosité, mais aussi avec une certaine tristesse. « Je ne sais pas bien lire, » avoua-t-il. « À l'école, je décrochais. » « Les livres ne sont pas faits que pour être lus, » dit Silas. « Certains sont faits pour être regardés, touchés,
Écoutez. Il emmena Kevin vers une section spéciale, où les livres étaient plus des objets que des textes. Des livres pop-up, des livres tissés, des livres avec des matières à toucher. Il prit un livre dont la couverture était en bois léger, avec des portes et fenêtres qui s'ouvraient. « Ceci est le souffle de Marco, » dit-il. Il était sans abri lui aussi, mais il voyageait dans sa tête, il créait des mondes imaginaires pour échapper à la dureté de la rue. Ce livre, c'est la maison qu'il n'a jamais eue, mais qu'il a construite en imagination. Kevin ouvrit le livre. À chaque page, une pièce de la maison s'ouvrait en 3 dimensions. La cuisine avec 2 petits placards qui s'ouvraient, le salon avec un feu de cheminée en papier rouge et orange, la chambre avec un lit couvert d'une couverture de tissu. C'était un refuge miniature, délicat et chaleureux. Marco disait que, tant qu'on a un monde intérieur riche, on n'est jamais vraiment sans abri, expliqua Silas. Il a créé ce livre pour partager son refuge avec d'autres qui n'ont pas de toit. Kevin passa des heures à explorer la maison de papier, à ouvrir les petites portes, à manipuler les objets miniatures. Pour la première fois depuis longtemps, il oublia le froid, la faim, la peur. « Tu pourrais créer ton propre monde ?» suggère Silas. « Pas forcément en papier, mais dans ta tête. Un endroit où tu te sens en sécurité, heureux. Et si tu veux, on peut aussi le dessiner, le construire petit à petit. » Silas donna à Kevin du papier, des crayons et de la colle. L'enfant se mit à dessiner une cabane dans les arbres, détaillant chaque pièce, chaque objet. Il y passait des heures chaque jour, et peu à peu, son monde intérieur devint un refuge solide. Avec l'aide de Silas, Kevin fut placé dans un foyer pour enfants. Il y emporta son livre en construction. Les éducateurs, voyant son talent, l'encouragèrent à poursuivre. Il apprit à lire et à écrire, motivé par le désir de légender son monde imaginaire. Des années plus tard, Kevin, devenu un jeune homme, revint à la librairie. Il était étudiant en architecture. Il apportait une maquette de la cabane dans les arbres qu'il avait rêvé enfant. Pour Marco et pour tous les enfants qui n'ont pas de maison, mais qui ont des rêves. Silas, ému, plaça la maquette dans la section des livres-objets. Marco, qui a trouvé un toit dans son imagination, serait heureux de savoir qu'il a inspiré un architecte. Un soir de printemps, un homme entra dans la librairie avec une hésitation particulière. Il s'appelait Antoine et il était chef cuisinier. Mais depuis quelques mois, il avait perdu le plaisir de cuisiner. « Les saveurs me semblent fades », confessa-t-il. « Je suis incapable de créer de nouveaux plats. Je répète les recettes classiques, mais sans passion. C'est comme si mon palais était devenu sourd. » Silas l'observe et voit en lui un artiste qui a perdu sa connexion avec les sens. « Vous ne goûtez plus, vous analysez, » diagnostique-t-il. « Vous avez enfermé la cuisine dans la technique et vous avez oublié la magie des saveurs. » Il le conduit vers une section de la librairie qu'il appelle « le cellier des sens ». Ici, les livres ont des reliures qui imitent des matériaux naturels, bois, terre, pierre. Certains dégagent de légères odeurs, vanille, cannelle, thym. Silas choisit un livre dont la couverture semble être en bois d'olivier, avec des incrustations d'herbes séchées. « Ceci est le souffle de Mireille, » dit-il. Elle était cuisinière dans une auberge de campagne. Pour elle, chaque ingrédient avait une histoire, chaque plat racontait un voyage. Antoine ouvre le livre. Les pages ne contiennent pas de recettes classiques, mais des récits sensoriels. Une page décrit la mémoire du soleil dans une tomate d'été. Une autre évoque le goût des myrtilles sauvages cueillies à l'aube, encore couvertes de rosée. Une autre encore parle du pain qui lève comme une promesse, de la croûte qui craque sous la dent comme un secret révélé. Mireille cuisinait avec tous ses sens.
explique Silas. Elle écoutait le crépitement de l'oignon dans la poêle, regardait la couleur changer, sentait les parfums se déployer, touchait la texture des aliments et bien sûr goûtait avec une attention totale. Pour elle, cuisiner était une méditation en action. Antoine est sceptique au début. En tant que chef étoilé, il est habitué aux recettes précises, aux techniques sophistiquées, aux présentations impeccables. Mais en feuilletant le livre, il se surprend à saliver en lisant la description d'une simple soupe de potiron au gingembre. Il se souvient soudain de sa grand-mère qui faisait des confitures et de l'odeur de fruits cuits qui emplissait la maison. « Prenez ce livre, dit Silas, et demain, au lieu de préparer le menu du restaurant, faites quelque chose de simple. Une soupe, un plat de pâtes, mais faites-le en étant pleinement présent. Goûtez chaque ingrédient séparément, écoutez les sons de la cuisine, laissez-vous guider par vos sens, pas par la recette. » Antoine suit le conseil. Le lendemain, il se lève tôt et va au marché. Il choisit des légumes non pour leur perfection esthétique, mais pour leur odeur, leur fermeté, leur histoire. Il discute avec les producteurs, apprend d'où viennent les carottes, comment ont poussé les tomates. De retour chez lui, il prépare une ratatouille, le plat de son enfance. Mais au lieu de suivre une recette, il se laisse guider par ses sens. Il sent l'ail qui grésille dans l'huile d'olive, observe le changement de couleur des poivrons, goûte et rectifie l'assaisonnement au feeling. Il prend son temps, son stress. Quand il goûte le plat terminé, les larmes lui montent aux yeux. Pour la première fois depuis des mois, il goûte vraiment. Les saveurs sont vives, complexes, émouvantes. Il se souvient pourquoi il est devenu cuisinier, pour partager ces moments de grâce sensorielle. Les semaines suivantes, Antoine transforme sa manière de travailler. Il introduit dans son restaurant un menu d'essence où chaque plat est présenté avec une invitation à l'exploration sensorielle. Il organise des ateliers où les clients apprennent à goûter en pleine conscience. Son restaurant, déjà réputé, devient un lieu de pèlerinage pour les amateurs de cuisine authentique. 1 an plus tard, il revient à la librairie avec un livre qu'il a créé. Le livre des saveurs souvenirs. Il y a recueilli les histoires gustatives de sa famille, de ses producteurs, de ses clients. Pour Mireille, dit-il à Silas, et pour tous ceux qui ont oublié le plaisir simple de manger en pleine conscience. Silas range le livre dans la section cellier d'essence. Mireille sourit, j'en suis sûr, elle qui croyait que la cuisine pouvait être une prière de gratitude pour les dons de la terre. Un matin d'été, alors que la librairie est normalement fermée, Silas entend frapper à la porte. C'est une femme d'un certain âge, les mains couvertes de terre, le visage buriné par le soleil. Elle s'appelle Jeanne et elle est jardinière. « Je suis désolée de déranger, dit-elle, mais j'ai vu la lumière. Je cherche un livre sur les cycles. » Intrigué, Silas l'invite à entrer. « Les cycles ? » ?»« Oui, je travaille dans les jardins du château depuis 40 ans. Je connais chaque plante, chaque saison. Mais dernièrement, je me sens inutile. Je sème, je cultive, je récolte, et l'hiver vient tout détruire. Puis au printemps, je recommence. À quoi bon ? Tout est éphémère. » Silas comprend. Jeanne n'est pas découragée par le travail, mais par l'apparente futilité du cycle éternel de croissance et de décroissance. Elle a perdu le sens de sa propre place dans ce grand mouvement. Il la conduit vers une section de la librairie qu'il appelle le jardin des cycles. Ici, les livres ont des reliures qui changent avec la lumière, imitant les saisons. Certains ont des pages qui passent du vert printanier au doré automnal. Silas choisit un livre
Dans la couverture semble être en écorce de bouleau, avec des motifs de feuilles et de racines. Ceci est le souffle de Fernand, dit-il. Il était jardinier aussi, et il a passé sa vie à observer non pas la croissance des plantes, mais la danse des cycles. Pour lui, l'hiver n'était pas une mort, mais un repos nécessaire. La décomposition n'était pas une fin, mais une transformation. Jeanne ouvre le livre. Les pages sont remplies de dessins de plantes à différents stades de leur vie. La graine qui germe, la plantule fragile, la plante en pleine maturité, la floraison éclatante, la fructification, le flétrissement, la décomposition. Mais chaque étape est présentée comme également belle, également importante. Fernand voyait le jardin comme un enseignement sur l'impermanence, explique Silas. Rien de dur, mais rien ne disparaît vraiment. La feuille qui tombe nourrit la terre qui nourrira la nouvelle feuille. Le jardinier n'est pas un créateur, mais un facilitateur, un accompagnateur des cycles. Jeanne tourne les pages, fascinée. Elle voit dans les dessins de Fernand la beauté d'une tige séchée, la grâce d'une feuille morte, la promesse d'une graine. Elle comprend soudain que son travail n'est pas de lutter contre l'éphémère, mais de danser avec lui. Prenez ce livre, dit Silas, et demain, quand vous irez au jardin, regardez-le avec les yeux de Fernand. Ne voyez pas ce qui meurt, mais ce qui se transforme. Jeanne suit le conseil. Le lendemain, au lieu de se désoler des fleurs fanées, elle les ramasse et les met au compost, sachant qu'elles deviendront l'engrais des futures fleurs. Au lieu de maudire l'hiver qui approche, elle prépare le jardin pour son repos, couvrant la terre de paillis comme on couvre un dormeur. Peu à peu, son regard change. Elle voit la beauté dans chaque saison, la promesse nue de l'hiver, l'explosion du printemps, l'abondance de l'été, le lâcher-prise de l'automne. Elle comprend qu'elle fait partie de ce cycle, que ses mains vieillissantes ont leur place dans cette danse éternelle. Elle commence à tenir un journal de jardinage inspiré de Fernand, notant non seulement les tâches accomplies, mais les observations subtiles, la première personne neige, le chant des oiseaux qui change avec les saisons, la qualité particulière de la lumière à chaque moment de l'année. Un jour, elle apporte à Silas un carnet rempli de ses observations et de dessins. « Pour Fernand, dit-elle, et pour les jardiniers qui viendront après moi. Pour qu'ils sachent que notre travail n'est pas de vaincre le temps, mais de l'accompagner avec gratitude. » Silas accepte le carnet avec respect. Fernand aurait aimé savoir que son souffle a aidé une autre jardinière à trouver la paix dans l'éphémère. Un soir d'automne, une femme entre dans la librairie avec une précision méthodique. Elle se présente comme Hélène, et elle est archiviste aux archives municipales. « Je passe mes jours à classer, cataloguer, préserver des documents », explique-t-elle. Des actes de naissance, des contrats, des délibérations municipales, mais parfois je me demande qui se souviendra de la vie ordinaire, des petites joies, des peines banales, des moments qui ne sont dans aucun registre. Silas voit en Hélène le désir de donner une dignité à l'ordinaire, de sauver de l'oubli les vies qui ne font pas l'histoire officielle. Vous cherchez à archiver l'inarchivable, devine-t-il. Il la conduit vers une section de la librairie qu'il appelle « les archives de l'intime ». Ici, les livres sont des assemblages hétéroclites. Carnets, lettres, journaux intimes, albums photos, même des objets glanés. Un ticket de métro, un bouton, une feuille séchée. Silas choisit un livre dont la couverture est un patchwork de tissus différents. « Ceci est le souffle de Madeleine », dit-il. Elle n'était ni célèbre ni riche. Elle a vécu une vie simple, mais elle a tenu toute sa vie un journal et y a collé des traces de son existence. Des tickets de cinéma, des programmes de théâtre, des fleurs séchées, des recettes de cuisine, des lettres de ses enfants. Hélène ouvre le livre. Elle y trouve la vie quotidienne de Madeleine,
dans toute sa banalité et sa richesse. Le compte-rendu d'une promenade dominicale, la liste des courses de la semaine, le récit d'une dispute avec son mari, suivi d'une réconciliation, des réflexions sur le vieillissement, sur l'amour, sur la mort. Madeleine croyait que chaque vie méritait d'être racontée, explique Silas. Pas parce qu'elle est exceptionnelle, mais précisément parce qu'elle est ordinaire. Dans l'ordinaire réside l'universel. Hélène est profondément touchée. En tant qu'archiviste, elle est habituée aux documents officiels qui racontent l'histoire des institutions, des pouvoirs. Mais ici, c'est l'histoire des sans-pouvoirs, des sans-voix, des anonymes. Prenez ce livre, dit Silas, et peut-être, à votre tour, commencez à archiver votre propre vie ordinaire. Pas pour la postérité, mais pour vous rappeler que chaque jour compte, même les plus banals. Hélène suit le conseil. Elle commence un journal où elle note non pas les grands événements, mais les petits moments. Le goût du café du matin, la couleur du ciel en rentrant du travail, une conversation avec un collègue, un rêve fugace. Elle y colle des objets, un ticket de bus, une étiquette de bouteille de vin partagée avec des amis, une feuille d'arbre tombée sur son chemin. Peu à peu, sa perception change. Sa vie, qu'elle trouvait monotone, lui apparaît soudain riche de détails précieux. Elle réalise que l'histoire n'est pas seulement faite de grands hommes et de dates mémorables, mais de milliards de vies ordinaires qui, ensemble, tissent la trame du temps. Au travail, elle commence un projet, les archives de la vie quotidienne. Elle invite les citoyens à déposer leurs journaux intimes, leurs albums photos, leurs objets souvenirs. Le projet rencontre un succès inattendu. Des centaines de personnes participent, heureuses de savoir que leur vie ordinaire a de la valeur. Un an plus tard, Hélène revient à la librairie avec une copie du premier volume des archives de la vie quotidienne. Pour Madeleine, dit-elle, et pour tous ceux qui croient que leur vie ne vaut pas d'être racontée. Silas range le volume avec soin. Madeleine serait heureuse de savoir que son souffle a inspiré une archiviste à préserver l'ordinaire, car c'est dans l'ordinaire que bat le cœur de l'humanité. Un soir d'hiver, un homme entre dans la librairie, le regard fuyant. Il se présente à peine, dit s'appeler Julien, et semble sur le point de repartir aussitôt. « Je ne devrais pas être ici, » murmure-t-il. « J'ai des problèmes avec ma famille. Je ne les ai pas vus depuis des années. Des disputes, des malentendus, des silences. » Silas lui offre un thé sans poser de questions, attendant qu'il soit prêt à parler. Finalement, Julien se confie. « C'est à propos de mon frère. Nous étions très proches, enfants, puis la vie nous a séparés. Des choix différents, des incompréhensions. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était il y a 10 ans, à l'enterrement de notre père. Nous nous sommes disputés pour l'héritage. Une stupidité. Maintenant, j'aimerais retrouver le contact, mais je ne sais pas comment. La fierté, la peur du rejet. » Silas écoute avec compassion. Il voit en Julien la douleur des liens brisés, ces relations familiales qui se sont effilochées avec le temps, laissant un vide et des regrets. Il le conduit vers une section de la librairie qu'il appelle « le métier à tisser ». Ici, les livres ont des reliures qui ressemblent à des tissages, avec des fils de différentes couleurs qui s'entrecroisent. Silas choisit un livre dont la couverture est un véritable tissage de laine avec des motifs complexes. « Ceci est le souffle de Thérèse, » dit-il. Elle était tisseuse, mais aussi médiatrice familiale. Elle croyait que les relations sont comme des tissages. Parfois, les fils se cassent, mais on peut toujours les renouer, même si le motif en est changé. Julien ouvre le livre. Il y trouve des histoires de réconciliation familiale, mais pas de recettes miracles. Juste des témoignages de petits gestes, de patience, d'humilité. Une page
raconte comment une sœur a envoyé à son frère une photo d'eux enfants, sans message, juste la photo. Une autre page décrit un père qui a appris à écouter vraiment son fils, sans jugement. Thérèse disait que pour renouer un lien, il faut d'abord accepter qu'il sera différent, explique Silas. On ne revient jamais en arrière, on tisse quelque chose de nouveau, avec les fils cassés et de nouveaux fils. Julien réfléchit longtemps. Et si mon frère ne veut pas, alors vous aurez au moins essayé, et vous saurez que vous avez fait votre part. Parfois, le geste de tendre la main est en soi une guérison, même si l'autre ne la saisit pas. Silas donne à Julien une plume et du papier. Écrivez à votre frère. Pas une longue lettre, juste quelques mots. Dites-lui que vous pensez à lui. Proposez-lui de prendre un café, sans condition, sans attente. Julien écrit la lettre dans la librairie, avec l'aide de Silas, pour trouver les mots justes. Il la poste le lendemain. Les semaines passent sans réponse. Julien est découragé, mais Silas l'encourage à patienter. Un mois plus tard, Julien reçoit un message de son frère. Court, prudent, mais ouvert. OK pour le café. Le rendez-vous est gênant au début, mais peu à peu, les frères retrouvent des points communs, des souvenirs partagés. Ils ne règlent pas toutes leurs différences, mais ils établissent un nouveau contact, plus mature, plus respectueux. Julien revient voir Silas, reconnaissant. « Nous ne sommes pas redevenus proches comme avant, mais nous nous parlons. C'est un début. »« C'est déjà beaucoup, » répond Silas. Un lien renoué, même fragile, est une victoire contre l'oubli et l'amertume. Julien crée ensuite un blog où il partage son expérience et celle d'autres personnes qui ont réussi à renouer des liens familiaux brisés. Il y collecte des conseils, des témoignages, des espoirs. Un jour, il apporte à Silas un livre imprimé à partir des meilleures contributions de son blog. « Pour Thérèse », dit-il, « et pour tous ceux qui croient qu'il est trop tard pour renouer. » Silas range le livre dans la section « Métier à tisser ». Thérèse, qui a passé sa vie à aider les familles à se retrouver, serait heureuse de voir que son souffle continue son œuvre. Un après-midi pluvieux, un garçon d'environ 10 ans entre dans la librairie. Il s'appelle Noah et il est seul. « Ma maman est malade », dit-il simplement. « Elle est à l'hôpital. Chez moi, c'est trop silencieux. » Silas accueille Noah avec une douceur particulière. Il lui prépare un chocolat chaud et l'installe près de la cheminée. « Parle-moi de ta maman, » dit-il. Noah décrit sa mère, son rire, ses chansons, ses colères même. Elle a un placard plein de boîtes. Elle dit que ce sont nos souvenirs. Mais maintenant qu'elle n'est pas là, je n'ose pas les ouvrir. J'ai peur de... je ne sais pas, de les abîmer ? Silas comprend. Noah a peur de toucher aux souvenirs sans sa mère, comme si cela risquait de les faire disparaître. Il a besoin de comprendre que les souvenirs sont vivants, qu'on peut les visiter, qu'ils peuvent même être un réconfort. Il emmène Noah vers une section spéciale de la librairie qu'il appelle « le placard aux souvenirs ». C'est un petit espace cosy, avec des étagères basses remplies de livres qui ressemblent à des boîtes à trésors. Silas choisit un livre dont la couverture est une photo ancienne encadrée de bois. « Ceci est le souffle de Lucie, » dit-il. Quand elle était petite, sa grand-mère était souvent malade. Pour ne pas avoir peur, sa grand-mère lui a appris à ouvrir les boîtes à souvenirs ensemble, même à distance. Elles imaginaient qu'elles ouvraient la même boîte au même moment et se racontaient ce qu'elles y trouvaient. Noah ouvre le livre. C'est un album dans lequel Lucie a collé des photos, des tickets, des petits objets avec des commentaires écrits comme si elle parlait à sa grand-mère. Aujourd'hui, j'ai ouvert la boîte bleue.
j'ai trouvé la photo de ton mariage. Tu étais si belle, je t'imagine en train de sourire en me lisant. » Lucie et sa grand-mère ont découvert qu'on peut partager les souvenirs même quand on est séparés, explique Silas. Que les souvenirs ne sont pas fragiles, mais solides, qu'ils peuvent même nous rapprocher de ceux qui ne sont pas physiquement avec nous. Noah réfléchit. « Je pourrais ouvrir les boîtes et envoyer des photos à maman ?» « Exactement. Tu pourrais même créer un livre pour elle avec ce que tu trouves, pour lui montrer que les souvenirs sont en sécurité avec toi et qu'ils peuvent vous rapprocher même quand elle est à l'hôpital. » Noah passe l'après-midi à la librairie, avec l'aide de Silas, à créer un petit livre pour sa mère. Il y colle des photos de lui devant les boîtes, décrit ce qu'il trouve, pose des questions sur les objets mystérieux. Il écrit aussi ses propres souvenirs de sa mère, pour lui rappeler tout ce qu'elle lui a appris, tout l'amour qu'elle lui a donné. Le soir, Noah repart avec son livre. Il le poste à sa mère. La réponse vient rapidement. Sa mère est ravie. Elle lui envoie des messages pour commenter chaque page, ajouter des détails, raconter des anecdotes. Le livre devient un pont entre eux. Les semaines suivantes, Noah continue à explorer le placard aux souvenirs, créant de nouveaux livres, découvrant l'histoire de sa famille. Il se sent moins seul, car il sent que sa mère est avec lui à travers ses objets, ses photos, ses histoires. Quand sa mère rentre de l'hôpital, Noah lui montre tous les livres qu'il a créés. Elle pleure de joie et l'embrasse fort. « Tu as gardé nos souvenirs en vie, » dit-elle, « et tu en as créé de nouveaux. » Noah revient à la librairie avec sa mère. Il offre à Silas une copie de son premier livre. « Pour Lucie, » dit-il, « et pour les autres enfants qui ont peur d'ouvrir les placards aux souvenirs. » Silas accepte le livre avec émotion. Lucie, qui a appris à partager les souvenirs à distance, serait fière de toi. Tu as découvert que l'amour peut voyager à travers les objets et les histoires. Des années ont passé. Silas a vieilli. Ses mains sont plus tremblantes, mais ses yeux brillent toujours de la même bienveillance. Un soir, alors qu'il range la librairie, il sent que le moment est venu. Il ouvre son grand registre et y inscrit une dernière ligne. Ce soir, la librairie trouvera son nouveau gardien. Il n'a pas choisi qui ce serait. Il sait que la librairie saura attirer la personne qui convient, comme elle l'a attiré lui-même autrefois. Ce soir-là, plusieurs anciens visiteurs viennent spontanément lui rendre visite, comme poussés par une intuition. Camille, Lila, maintenant une jeune femme, Gabrielle, Léa, Amélie, Thomas, Nicolas, Héloïse, Inès, Monsieur Lefebvre, plus âgé mais toujours droit, Kevin, devenu luthier, Antoine, Jeanne, Hélène, Julien, Noah, maintenant adolescent, et d'autres encore. Ils se retrouvent tous dans la librairie, sans s'être concertés. Silas les accueille avec un sourire paisible. « Je savais que vous viendriez, » dit-il. Il leur explique qu'il est temps pour lui de passer le flambeau. La librairie a besoin d'un nouveau gardien. Elle ne m'a pas choisi, c'est moi qui l'ai choisi, ou plutôt, qui me suis laissé choisir par elle. Aujourd'hui, c'est à elle de choisir son nouveau gardien. Il les invite à se promener dans la librairie, à toucher les livres, à écouter. Celui ou celle qui doit être le nouveau gardien le saura. Le savoir sera dans son cœur, comme une évidence. Les anciens visiteurs se dispersent dans la librairie. Certains revoient le livre qui les a aidés, d'autres explorent de nouveau. Le temps passe
et peu à peu, chacun sent qu'il n'est pas le nouveau gardien, mais qu'il a un autre rôle à jouer. C'est finalement Lila, la petite fille qui avait peur des cauchemars, maintenant une jeune femme de 25 ans qui s'approche de Silas. « Je le sens », dit-elle calmement. « C'est comme si les livres me parlaient, me racontaient leurs histoires, comme si je pouvais entendre leur souffle. » Silas la regarde avec une profonde tendresse. Il se souvient de la petite fille aux étoiles dans les yeux, de sa promesse de créer des livres pour les enfants qui ont peur. « Tu as toujours été une gardienne en puissance, Lila, depuis le jour où tu as promis de créer des livres comme Clara. » Lila hoche la tête. « J'ai créé des livres pour enfants, comme je l'avais dit, mais j'ai toujours senti que ma place était ici, dans cette librairie, comme si j'étais destinée à prendre soin de tous ces souffles. » Silas lui tend la clé de la librairie, une vieille clé en bronze patinée. « La librairie t'a choisi, et moi, je te choisis aussi. Tu seras une excellente gardienne. » Les autres visiteurs applaudissent doucement, heureux de cette transmission. Ils savent que Lila comprend la magie des souffles, qu'elle respectera l'esprit de la librairie. Silas explique alors que son propre souffle va bientôt devenir un livre. « Quand je partirai, mon dernier souffle deviendra un volume qui rejoindra les autres, et peut-être qu'un jour il aidera quelqu'un d'autre. » Lila prend ses fonctions le soir même. Silas reste quelques jours pour lui montrer les routines, lui expliquer les mystères de la librairie, lui présenter les livres les plus spéciaux. Puis, un matin, il n'est plus là. Il a discrètement quitté la librairie, laissant à Lila une lettre. « Prends soin des souffles, et ils prendront soin de toi. La librairie est ton foyer maintenant. » Lila ouvre la librairie chaque soir, allume la lanterne, prépare le thé. Les visiteurs continuent à venir, cherchant ce qu'ils ont perdu, le sommeil, l'inspiration, la paix, la mémoire, le courage. Lila les accueille avec la même bienveillance que Silas et trouve pour chacun le livre qui lui convient. Un soir, elle découvre un nouveau livre sur l'étagère principale. Il n'y était pas la veille. La couverture est en cuir doux, de la couleur des yeux de Silas. Le titre, « Le souffle de Silas ». Elle l'ouvre avec émotion et y trouve l'histoire du vieux libraire, son parcours, sa sagesse, ses doutes, ses joies. Elle place le livre à une place d'honneur, près du comptoir, et elle sait que Silas fait maintenant partie de la librairie, à jamais, comme tous les gardiens qui l'ont précédé. La librairie des souffles perdus continue. Les livres s'accumulent, les souffles se transmettent, les visiteurs trouvent ce qu'ils cherchent, et chaque nuit, la lanterne brille dans la ruelle, guidant ceux qui ont perdu quelque chose vers le lieu où les souvenirs, les rêves et les espoirs ne meurent jamais, mais se transforment en histoires qui attendent d'être racontées.